Ravi de vous avoir ici. Voyez-vous, le problème de l'Académie des Beaux-Arts maintenant, c'est qu'ils ont fait la bêtise d'élire secrétaire perpétuel non seulement un compositeur, mais un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre, à la seconde même, ça commence, parce qu'un orchestre, ça coûte beaucoup trop cher quand on est en retard, voyez-vous. Donc, merci d'être là. Alors, l'idée, évidemment, de ces conférences d'un fauteuil, c'est de raconter l'histoire d'un fauteuil. Alors, pour certains d'entre nous, comme par exemple, je vois ici Alain-Charles Perrault, confrère de Bernard, ou Émeric Zublena, il y en avait 11, 12, 13 avant, donc c'est pratique, on peut parler un peu de tout le monde. Évidemment, il y a aussi des sièges créés. Là, c'est plus compliqué, il n'y a personne avant, et à ce moment-là, on en profite éventuellement pour parler de l'art que représente ce fauteuil, ou éventuellement de qui aurait pu y être plus tôt. Et là, c'est encore un autre cas d'école, c'est que c'était un fauteuil créé qui a eu un occupant auquel a succédé notre cher Bernard. Donc vous imaginez que la situation était compliquée. Et partant de là, il m'a dit, mais ça m'amuserait quand même vraiment de la faire, cette conférence. Je lui ai dit, d'accord, je ne veux rien savoir, amuse-toi. Hein. Et donc, il y a une chose le connaissant dont je suis certain, c'est qu'il ne va pas faire une demi-heure sur Yves Boiret et une demi-heure sur lui. Ce n'est pas exactement le genre de la personne, et encore moins 10 minutes sur Boiret et 50 minutes sur lui. Non, ce n'est pas encore moins le genre. Donc, je vous laisse maintenant, et je vais profiter comme vous de cette conférence, d'un des académiciens non seulement les plus talentueux, mais les plus chaleureux, un merveilleux compagnon qui participe formidablement à la vie de notre compagnie et qui, accessoirement, passe son temps à faire de très belles choses. Donc, mon cher Bernard, je te laisse la parole. Merci Laurent. Je pense quand même que tu m'as un petit peu suggéré cette idée. Alors l'idée, effectivement, c'était d'imaginer les prédécesseurs qui auraient pu occuper ce fauteuil, donc les prédécesseurs d'Yves Boiret, pour lequel le fauteuil numéro 10 a été créé. Et j'ai pensé simplement faire une petite histoire de l'architecture du XXe siècle avec des gens qui n'avaient pas forcément la notoriété des grandes figures de l'architecture contemporaine, la moderne, comme Le Corbusier, Mies van der Rohe, etc. Voilà. Donc j'ai un petit peu cherché éventuellement les architectes qui auraient pu comment dirais-je, m'influencer. Et c'est vrai que ce sont la plupart des architectes dont on ne parle pas dans les écoles d'architecture, tout au moins à mon époque, c'est-à-dire dans les années 70, fin des années 70, où les grands maîtres portaient ombre sur à peu près le reste de la profession. Et il y a certains architectes qui apparaissent même comme frivoles, certains architectes comme des personnalités essentiellement mondaines, et ces gens-là, pourtant, quand on regarde leur travail, quand on regarde leur œuvre, ce sont des œuvres exceptionnelles. Alors certains ont une grande notoriété, je pense notamment, je vais parler de gens comme Fernand Pouillon, qui était connu tout au début, je me souviens quand j'étais enfant, non pas pour son œuvre, mais plutôt pour ses déboires avec la justice. Ensuite, il y a des personnalités comme Lavirotte, je crois qu'il est le premier siège, c'est ça, qui est le premier siège, puisque lui, je me souviens, lycéen, j'étais devant un de ses bâtiments, on attendait l'ouverture du lycée, c'était rue d'Alville, dans le 10e arrondissement, et je regardais ces magnifiques cariatides qui supportaient un balcon, et ces dessins extrêmement complexes, riches, recouverts de céramique, et pour moi, à l'époque, évidemment, ne m'intéressais pas forcément à l'architecture. C'était une discipline qui était très, très lointaine. Je m'intéressais plutôt aux mathématiques. Et il se trouvait que c'était, pour moi, l'idée de l'architecture, c'est-à-dire avec une ornementation très, très forte. Et ce goût, puisque tout goût est lié à une époque, est lié à une société, est lié à comment dirais-je, à les mœurs, tout goût évolue et change. Et ce qui est extraordinaire dans le XXe siècle,
c'est qu'on a un raccourci à peu près des passions esthétiques. C'est-à-dire qu'on passe complètement avec l'Art Nouveau 1890 jusqu'à 1913. Alors on dit 1913 parce que la représentation du Sacre du Printemps au Théâtre des Champs-Élysées a marqué la fin de ce qu'on appelle les années folles, c'est la Belle Époque. Et avec l'inauguration du Théâtre des Champs-Élysées, qui était plutôt, on est passé à quelque chose de beaucoup plus strict, beaucoup plus graphique, qui était le Théâtre des Champs-Élysées d'Auguste Perret. Alors, je commence donc par Jules Lavirotte, qui est né en 1864, qui est un personnage assez, comment dirais-je, étrange dans l'histoire de l'architecture, puisque il vient je crois qu'il est né il est le fils d'un notaire, donc il l'éloigne de l'architecture. Il est rentré très très rapidement en conflit avec son père, puisqu'il avait une liaison avec la femme d'un de ses professeurs. Donc son père l'envoie à Paris étudier aux Beaux-Arts, et il rentre dans l'atelier de Blondel. Très vite, il construit des immeubles à Paris. Alors ça, c'est sa première réalisation, 151 rue de Grenelle, qui est un bâtiment assez sage, mais qui s'exprime essentiellement sur le côté court, avec ce revêtement de céramique. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'architecture, parce en 1 heure, je n'ai pas le temps, mais je vais passer je vais un petit peu regarder les réalisations essentielles et marquantes. Il crée en 1899 un immeuble pour la comtesse de Montessuie, sur les terrains libérés après l'exposition, par le départ de l'arrêt de l'exposition universelle. Et là commence un vocabulaire qui marquera l'esthétique de Lavirotte, c'est-à-dire les courbes, le floral, et la venue de la céramique qui vient recouvrir sa surface, de son ami qui est Alexandre Bigot. Et alors, Alexandre Bigot va, pardon, je me suis trompé, Alexandre Bigot va lui demander, c'est le céramiste, de construire un immeuble qui soit une sorte de vitrine, puisque cet immeuble est entièrement recouvert de céramique. Et quand on regarde la façade à droite, on s'aperçoit qu'il y a quand même des sortes de ruptures avec les échelles haussmanniennes et avec le vocabulaire, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a certaines petites dissymétries, et on commence à prendre un air de liberté. Ce bâtiment, je pense, est son œuvre majeure. Voilà, le détail des balcons, l'entrée. Certains ont vu des allusions sexuelles. Et c'est vrai que cet immeuble, sa réalisation a été extrêmement décriée, quoi. Ensuite, il construit l'hôtel Céramique Hôtel, qui est au 34 avenue de Wagram, comme c'est écrit, qui était un quartier à l'époque un peu, enfin on dit un peu canaille, c'est-à-dire que en fait c'était un lieu de rendez-vous. Et là aussi, on a fait le rapport entre une certaine liberté, un certain art de vivre, avec la liberté des formes. Voilà, cet immeuble est en fait recouvert de céramique et construit en béton. Et ce qui est extraordinaire chez Lavirotte, c'est que, et surtout avec le mouvement de l'art nouveau, c'est que ce n'est pas simplement un mouvement esthétique, c'est aussi un mouvement qui s'est appuyé sur les nouvelles techniques, la construction en béton, c'était les premiers immeubles en béton, qui essayait d'intégrer à peu près tous les arts, puisqu'il travaillait avec des sculpteurs, des céramistes,
Et voilà, ça c'est son immeuble 6 et 23 avenue de Messine. Alors j'ai retenu ces trois immeubles, ces trois exemples, parce que Guimard, Lavirotte n'a pas eu la postérité de Guimard. Guimard qui a beaucoup, comment dirais-je, travaillé avec les stations de métro. C'est pour ça qu'on appelle ça l'art nouveau, on appelait ça l'art métro, l'art bistrot, puisqu'on est revenu aussi dans les lieux de restauration. Et de fait, lui est plutôt quelqu'un qui est passé discrètement, comme ça. Et l'essentiel de son œuvre est avec ces bâtiments qui ont été couronnés par la ville de Paris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'immeubles, mais ces trois immeubles ont été couronnés comme étant les plus belles façades de Paris, bon, à l'époque. Il a également construit pour Évian, la ville d'Évian, les eaux minérales du Châtelet en 1910. Voilà. Donc, alors le destin de Lavirotte est un peu difficile parce qu'en 1920, il y a eu un accident de voiture à Fréjus. Il a été frappé de mélancolie et avait des tentations suicidaires. Du fait de sa rupture avec sa famille, pour sa vie privée, c'est quelqu'un qui n'a pratiquement pas d'archives et qui a fini un hôpital psychiatrique. Effectivement, il n'a pas fini sa vie sur le fauteuil numéro 10, mais il a fini sa vie en hôpital psychiatrique. Voilà. C'est un destin. Et dans l'histoire de l'architecture, c'est quelqu'un qui réapparaît de temps en temps, comme ça, mais pas de façon continue. Et il ne figure pas dans toutes les histoires de l'architecture. Voilà. Je trouve que c'est un destin un peu difficile et je pense qu'il fait partie des obscurs qui ont quelque part enchanté la ville de Paris. Voilà. Je sais bien. Je sais bien. Alors, je voulais dire simplement qu'il y a évidemment entre 1900, puisqu'on a vu que les premières constructions de Lavirotte, c'était 1898, 1899, 1900, et les architectes que je vais vous présenter aujourd'hui, et vous en connaissez beaucoup d'ailleurs, vont jusqu'à l'an 2000. Ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé d'avoir une logique chronologique du fait, j'ai pas pu mettre certains architectes qui auraient eu tout à fait leur place. Franz Jourdain est un autre architecte pour lequel j'ai beaucoup de sympathie parce que c'est un personnage qui avant d'être architecte, peut-être, c'est un personnage littéraire. C'était un grand ami de Zola. Et c'est un architecte qui a commencé sa carrière en s'engageant dans l'armée française, puisqu'il était d'origine allemande. Il est né à Anvers. Et ensuite, il est devenu architecte. Et il faisait des petits travaux, notamment pour les terrains de l'actuelle Samaritaine. Et il rencontre un jour M. Cognac, qui est un monsieur qui possédait les terrains sur les actuels terrains de la Samaritaine. Il était marié avec Madame G, Cognac G. Voilà. Et M. Cognac a demandé à Louis Jourdain, avec qui il travaillait, mais encore une fois pour des petits travaux, de lui construire l'immeuble de la Samaritaine. Et il lui a proposé de faire une sorte de tour de l'Europe pour voir l'évolution des magasins, du commerce, etc. Et M. Jourdain, à ne pas confondre avec son fils Francis, qui est plutôt un décorateur. Donc, Franz Jourdain a fait cet ensemble, a construit d'abord ce qu'on appelle la Samaritaine numéro 2, que l'on voit dans la partie droite.
avec ces grandes ouvertures, ces structures métalliques recouvertes de céramique, là aussi, on est encore dans l'Art nouveau. Et en fait, voilà, avec ces grands espaces absolument magnifiques, malheureusement, je n'ai pas les photos de l'époque, ça c'était évidemment après la rénovation LVMH. Et voilà, ces images, en tout cas les espaces sont les mêmes, les escaliers sont les mêmes, les verrières ce sont les mêmes. Et c'est une architecture qui est extraordinaire parce qu'elle est complètement innovante à tous les niveaux, au niveau des structures, au niveau des planchers, au niveau des verrières. C'est quelque chose qui n'existait pratiquement pas avant. Voilà. Je fais très court, mais c'est à peu près ça. Et la particularité de Jourdain, c'est que c'était avant tout un critique d'art. C'est que les premières années de sa vie, il écrivait dans des revues, il défendait des gens comme Rodin, Cézanne, enfin tous les créateurs de l'époque. Il écrivait également des romans, il y a 4 romans. Il était identifié comme un homme de lettres. C'était un ami de Goncourt. Il y a des pages entières de Goncourt. Il était ami avec l'un des frères, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, l'un des frères a beaucoup écrit sur lui, mais en tant qu'homme de lettres, pas forcément en tant qu'architecte. Voilà. Donc c'est une particularité dans l'histoire de l'architecture. Et il restera malheureusement l'homme de la Samaritaine. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il aura une œuvre également un peu plus comment dirais-je, importante, mais avec des œuvres qui n'ont pratiquement aucun intérêt. C'est-à-dire qu'il a... Voilà. Et c'est un petit peu le destin de Jourdain qui m'intéressait, parce que ensuite, la Samaritaine, la partie face à la Seine, a été transformée et agrandie par Henri Sauvage, avec qui il était très ami, qui était beaucoup plus jeune que lui, et il se trouvait qu'Henri Sauvage était ami de son fils. Donc il n'y a pas eu de conflit, et c'est M. Cognac, toujours, qui a demandé à Henri Sauvage, qui avait lui une grosse agence, contrairement à Franz Jourdain, de poursuivre ce travail. Voilà. Je trouve ces espaces, et voilà, les décorations, on est toujours dans l'aspect ornemental, on retrouve l'écriture de l'Art nouveau. Alors la seule fois où Jourdain a pu travailler avec le public, il n'a eu que des clients privés, la seule fois c'était pour les expositions universelles, puisqu'il a travaillé sur 2 expositions universelles, celle de 1888, je crois, et 1889, à Paris et Moscou. Il a eu d'ailleurs une médaille pour ça. Il a également fait la tombe d'Émile Zola, qui était son grand ami. Alors j'ai lu qu'il avait également fait la tombe d'Alphonse Daudet, qui était un de ses ennemis politiques, parce que Franz Jourdain était un militant, il était membre de la Ligue des droits de l'homme, il était Dreyfusard, bien sûr, et j'ai oublié de dire aussi une chose très très importante, que sa formation un petit peu intellectuelle lui a été donnée par son professeur qui était Jules Vallès. Voilà. D'où cette double piste à la fois littéraire et architecturale. Jourdain, je pense, fait partie également des grands oubliés du siècle précédent. Ensuite, je vais passer à quelqu'un dont la notoriété est beaucoup plus importante, c'est celle de Robert Mallet Stevens. Robert Mallet Stevens est un fils du collectionneur de tableaux, Monsieur Arthur Mallet, je crois, et également le fils de Madame Stevens, qui était elle-même la fille d'un industriel. Et je crois que sa sœur avait épousé le grand industriel, qui était M. Stockley, qui avait fait le palais Stockley à Bruxelles, voilà, que Mallet Stevens a beaucoup fréquenté.
Et les premières années de sa vie, Malice Stevens dessine du mobilier, dessine des décors pour l'Inhumaine, mais l'Inhumaine, on le voit ici, le film de Marcel L'Herbier, et il prétend expérimenter son architecture en faisant ses décors. Il publie très jeune des carnets de dessins qui le font repérer comme un des militants de l'architecture moderne. Et il fréquente évidemment les milieux bourgeois de cette époque. Et c'est ainsi qu'il arrive à travailler pour le couturier Poiret. Alors, je me suis permis d'illustrer les dessins de l'architecture de Malice Stevens avec des dessins d'un graphiste, je crois, qui est mort il y a 2 ans, et pour lequel j'avais une très très grande estime. Et c'est quelqu'un qui a fait un livre qui a été lui aussi un militant de l'architecture moderne, puisque c'est lui, je crois, qui a plus ou moins entamé, il s'appelle Jean-Pierre Launay, c'est lui qui a plus ou moins entamé comment dirais-je, le processus pour faire un musée Hector Guimard à Paris dans le 16e. Et il a fait des ouvrages sur l'architecture moderne, et notamment sur Malice Stevens. Et je trouve que son dessin, l'architecture de Malice Stevens, correspond parfaitement au dessin, à la ligne claire, à cette sorte de simplification. Et on voit comment, avec la Villa Poiret, on est passé en pratiquement 20 ans de l'art nouveau, avec cette architecture flamboyante, très, très expressive, florale, joyeuse, à une sorte d'ascétisme de l'architecture moderne. Voilà, c'est ça. Alors la Villa Poiret, je crois qu'on appelle ça même le château Poiret, fait pour le couturier. Et il se trouve que cette maison, je crois, n'a jamais été vraiment achevée, puisque le couturier a fait, entre-temps, faillite. Voilà, c'est ça. Alors malheureusement, il y avait il y avait des interventions de Pierre Charot pour le mobilier. Je crois qu'il y avait les tapis d'Hélène Gray. Il y avait je crois aussi du mobilier il y avait des œuvres de Léger. Moi, j'ai connu cette maison en ruine. Hein, et j'ai même dormi dedans. C'est-à-dire que ça abrite. J'étais pas SDF, mais tout le monde pouvait y aller. Voilà. C'était à Hyères. Hein. Ah non, à Mézy, je confonds avec la Villa Nouillat. À Mézy-sur-Seine, c'est ça. Et voilà cette maison qui est immense, qui est maintenant classée, heureusement. Alors, on voit la rigueur contemporaine qui va devenir peu à peu dogmatique. Et c'est vrai qu'il y avait des relations déjà avec Le Corbusier. Voilà, c'est presque une petite urbanité. Voilà, ces grands espaces. Je ne voudrais rien oublier sur Malice Stevens, parce que la vie de Malice Stevens est tellement riche que voilà. Ça, c'est la Villa Noailles. Voilà, c'est ça, la Villa Noailles à Hyères, qui est c'est le vicomte de Noailles qui lui a demandé de dessiner cette maison qui domine la ville de Hyères. Alors, après réhabilitation, voilà. Avec le jardin de Vivéguian. Là, c'est des magnifiques espaces, sous 6 mètres de hauteur. Et ce qu'on considère comme son chef-d'œuvre, c'est la Villa Cavrois, qui est faite pour Monsieur Cavrois, qui était un industriel. Alors cette maison de 2400 mètres carrés
habitable, sous 6 mètres de haut, je crois qu'il y a 32 pièces. Voilà, c'est un petit château qui vient d'être réhabilité, transformé, je crois, en musée. Voilà cette maison, dans le nord, avec là aussi une écriture très contemporaine. Il faut imaginer que dans ces espaces, il y avait là aussi du mobilier d'à peu près tous les gens importants de l'époque, hein, c'est-à-dire là aussi les tapis d'Hélène Gray, les meubles de Pierre Charot, les peintures de Fernand Léger. Enfin, c'était... Tout ça, c'est évidemment après restauration. Elle est restée en ruine pendant beaucoup d'années. Voilà, il y a même le Lego. Une fois qu'on atteint la notoriété, on peut passer à une autre échelle. Voilà. Et puis celle qui est pas très, très loin d'ici, c'est l'hôtel des Frères Martel dans le 16e. Là aussi, je me suis appuyé sur des illustrations de Jean-Pierre Lyonnais. Voilà, ça c'était la maison des Frères Martel. Toujours avec le même vocabulaire, très très simple, pur. Voilà l'entrée. C'était la maison et les ateliers des Frères Martel. Voilà, avec là aussi les meubles dessinés par Mallet Stevens. Pendant 20 ans, il n'a fait que ça, Mallet Stevens, c'est dessiner des mobiliers. La plupart du mobilier a été réédité par André Putman dans les années 80, avec la maison Écart. Voilà, ça c'était la maison de monsieur et madame Mallet Stevens, toujours dans la même rue, voilà, qui est devenue rue Mallet Stevens aujourd'hui. L'atelier Barillet pour les frères Barillet, qui étaient les verriers, les maîtres verriers, toujours avec les dessins de Jean-Pierre Lyonnais. La maison Trapenard à Sceaux, petite maison. J'ai une minute pour vous raconter une petite anecdote à propos d'une maison à Sceaux. C'est que dans les années 80, j'avais repéré à Sceaux une maison de Mallet Stevens. Et puis j'ai voulu la visiter. Et donc je me suis fait passer auprès de l'agence. Elle était à vendre. Je me suis fait passer pour un client. Et l'agence me dit, vous savez, je l'ai regardé comme ça, il pensait que j'avais un regard critique un peu sur l'esthétique de la maison. Elle me dit, vous savez, monsieur, on peut la démolir, hein, c'est pas gênant. On a le droit. Voilà. Non, mais je pense que des petites anecdotes comme ça, pour nous architectes, ça rend modeste, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'est... Voilà, c'est magazine. Ça, c'est la devanture du magazine La Semaine à Paris, 26 rue d'Assas, d'ailleurs, qui vient d'être restaurée aussi. On le voit, c'est-à-dire qu'elle a un petit peu changé de dessin, mais si on passe devant le 26 rue d'Assas aujourd'hui, on peut voir cette façade. Voilà, la caserne de pompiers, avec à gauche une vue d'époque, et puis aujourd'hui. Voilà, alors, Mallet Stevens est mort en 1945, c'est ça. C'est-à-dire que pendant... il est allé aux États-Unis pendant la guerre, la dernière guerre, parce que sa femme était d'origine juive, donc il a voulu la protéger. Et ensuite, à la fin de la guerre, il est mort en 1945, je crois. Et son œuvre a pratiquement été oubliée jusqu'aux années 80. C'est-à-dire que c'est incroyable, mais je ne pense pas avoir entendu son nom pendant mes années d'études. Et aujourd'hui, évidemment, toutes ses réalisations sont classées, sont réhabilitées, et il a fait l'objet d'une exposition en 2005 au Centre Pompidou. Voilà. Donc, voilà. Alors, un autre personnage qui m'est beaucoup sympathique, parce que je n'ai pris que des gens sympathiques, et c'est Louis Su. Alors, Louis Su est sans doute
l'architecte le moins connu et pourtant qui a une œuvre absolument passionnante. Alors j'ai connu Louis Su, enfin pas personnellement, mais j'ai connu Louis Su parce qu'actuellement on est en train de travailler sur une de ses réalisations à Saint-Tropez, l'extension d'un musée. Et là aussi, j'ai compris que ce personnage était absolument, enfin pas connu. On connaît le nom comme ça parce qu'il a longtemps été associé à André Marre, qui était un architecte décorateur comme lui d'ailleurs. Et Louis Su est le petit-neveu d'Eugène Sue, l'écrivain, qu'on appelait le bossu parce qu'il était beau et que c'était un grand séducteur. Tout comme Louis Su également, qui a été, pour la petite histoire, l'amant d'Isadora Duncan, voilà, l'actrice américaine. Voilà. Et c'est vrai que c'était l'époque Louis Su, alors on le voit très bien, entre 1900 et 1968, c'est vrai qu'il fréquentait les personnalités importantes de l'époque, et ce qui lui permettait d'avoir des commandes privées absolument extraordinaires. Alors, peut-être son œuvre la plus connue, c'est celle qui est rue Cassini dans le 14e arrondissement, où la première partie de son œuvre, il était associé à André Vuillard, je ne suis pas sûr de prénom André, mais Monsieur Vuillard, c'était Su et Vuillard, et ils ont dessiné ces trois petits hôtels particuliers, absolument délicieux, voilà, avec une écriture qui me faisait penser à notre architecte qui s'appelle Henri Gadet. Et voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est dessiné par les deux mêmes architectes, donc Su et Vuillard, pardon, et ils n'ont pas cherché à harmoniser l'écriture. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils ont chaque fois essayé de distinguer les mitoyennetés. Voilà. Et ça, je trouve ça très, très élégant. Il se trouve que un architecte qui est récemment disparu organisait des petits concerts là, et j'ai eu la chance d'y assister. C'est vraiment... alors, j'ai pas de photo de l'intérieur, mais c'est vraiment absolument incroyable. Voilà. Alors, Louis Su était avant tout un décorateur aussi, un dessinateur de meubles. Il y a une collection absolument extraordinaire. On pourrait y passer la nuit à regarder ces meubles qu'il a dessinés pour la plupart avec Marre. Voilà. Et il a eu des commandes, toujours avec la même écriture, beaucoup plus classique, alors qu'il vient après Mallet Stevens, beaucoup plus classique que Mallet Stevens, c'est-à-dire qu'il s'inspirant un petit peu du Trianon Versailles. C'est une écriture assez proche de celle d'Auguste Perret, c'est-à-dire qu'on est dans la modernité et dans le classique. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une école française. Voilà. Alors, je ne suis pas historien d'art, donc mes propos sont peuvent apparaître un peu superficiels, mais c'est tel que je ressens. C'est-à-dire, voilà une villa à Saint-Cloud, 1925-1977. Alors, j'ai indiqué la date 1977 parce que je crois qu'elle a été détruite en 1977. Voilà. Là aussi, chaque fois décoré à l'intérieur. Enfin, c'était. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui, cette façon de travailler à la fois sur le mobilier, sur les détails, sur l'architecture, sur l'urbain, voilà, avoir une vision d'ensemble. Voilà, ça c'était une villa Berriotz à Arcang, pour le couturier là aussi, Jean Patou. Voilà, c'est classique, on revient presque, c'est un pas en arrière. On a un peu oublié Mallet Stevens, pourtant c'est la même époque, mais Louis Su est resté très très classique et n'a jamais, a toujours été distant par rapport à la production corbusienne. Voilà, c'est un château de Setso dans la Marne, réalisé en 1930. C'est absolument, c'est magnifique. Voilà une autre maison, la Villa Casablanca, une autre maison pour
Patou, le couturier, à Biarritz en 1930. Il dessinait également des flacons de parfums. Il y a toute une collection comme ça. Il a également travaillé pour la cité ouvrière de Lens-Méricourt. Et également, il a fait des cités ouvrières vers Metz, dans la Meuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, paradoxalement, malgré le monde dans lequel il vivait, avait des préoccupations assez sociales aussi. Voilà, avec... alors ça, c'était la décoration du Normandie. C'était une cabine, hein, c'est situé dans le Normandie, en 1937. Et avec son ami Mar, je crois que c'est une de leurs dernières associations, ils ont fait les décors du paquebot Île-de-France en 1925. Voilà. J'avais des photos, mais elles sont de trop mauvaise qualité. Voilà, un petit hôtel particulier de Monteux à Neuilly-sur-Seine, extrêmement élégant. Et en regardant cette photo, je me suis aperçu que les visiteurs viennent respecter la symétrie, c'est-à-dire qu'ils mettent leur voiture de part et d'autre. Voilà. Ce qui est quand même d'une élégance remarquable. Voilà. Alors, quai de Béthune, 1935. Alors, j'ai mis cette photo parce qu'il se trouve que c'est là qu'est mort Georges Pompidou. C'est là qu'habita Claude Mauriac, et en même temps que Louis de Funès. Et j'avais du mal à imaginer les cohabitations. Voilà. Voilà, ça c'est le musée de l'Annonciade à Saint-Tropez. C'est une chapelle du XVIIe et qu'il a transformée en musée où sont exposées les œuvres des peintres que Signac avait attirés à Saint-Tropez. Et chaque fois qu'il venait chez lui, il dessinait un paysage de Saint-Tropez, une vue de Saint-Tropez. Et aujourd'hui, c'est un musée qui a une collection absolument extraordinaire, puisqu'il y a des Marquet, il y a des Matisse, il y a des Derain, il y a des Rouault, il y a, j'oublie la plupart des noms, Vuillard, voilà, tout ça. Et notre confrère Adrien Goetz, dans un récent livre sur les musées, a écrit que c'était l'un des plus beaux petits musées de France. Ceci dit, il est officiellement le premier musée d'art moderne en France. Voilà, et alors on ne le voit pas sur la photo, mais chaque fois il y a des perspectives sur le port, sur le paysage. C'est absolument, c'est un lieu qui est pas très grand. En fait, ce qu'il a fait lui, c'est uniquement le premier étage, puisque c'était une ancienne chapelle. Et peu à peu, il a investi les 2 étages. Et puis aujourd'hui, le musée fait une extension. Et j'en suis l'architecte. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que j'ai approché à 100 ans d'écart Louis Su. Ceci dit, ça, c'est une de ses dernières œuvres, puisqu'elle date de 1950. Voilà. Alors maintenant, on va passer à quelqu'un de beaucoup plus épais, on va dire. C'est dans l'histoire, c'est Fernand Pouillon. Quand j'étais enfant, évidemment, on entendait parler de 2 architectes. C'était d'un côté Le Corbusier et de l'autre Fernand Pouillon, mais pas pour les mêmes raisons. Et Fernand Pouillon comme l'architecte, visionnaire, tout ça, moderne. Et Fernand Pouillon pour ses déboires avec la justice. Et c'est vrai que ces histoires personnelles, parce que en fait Pouillon j'avais connu Verfus à l'époque qu'il avait connu, et il m'avait dit Pouillon c'est un seigneur. Voilà, c'était quelqu'un complètement romanesque, extravagant, mais d'une lucidité incroyable. Pouillon, à 22 ans, commençait à construire des immeubles à Aix-en-Provence. Ensuite, il s'attachait à trouver des acquéreurs. Enfin, c'était quelqu'un qui a eu
comme préoccupation majeure de gérer complètement la boucle, c'est-à-dire qu'il s'intéressait à la fois à l'économie du projet, il s'intéressait à l'usage de ces constructions, il s'intéressait à l'esthétique de ces constructions, à la production de ces constructions, enfin, il s'occupe à peu près à tout. Et ce qui lui a amené pas mal de problèmes après, puisque quand une de ces sociétés a fait faillite, évidemment, tout s'est retourné contre lui, etc. Il a fait de la prison, il s'est échappé, il a fait une grève de la faim, etc. Et il a été après réhabilité par Georges Pompidou en 1971, alors que Pompidou connaissait le dossier depuis 1958. Voilà. Alors ça, c'est la partie judiciaire. Par contre, ce qui est fabuleux, c'est l'œuvre elle-même, qui a été cachée par toutes ces histoires. Et Pouillon apparaît comme une sorte d'humaniste, puisque c'est à la fois lui aussi un écrivain, puisque je crois qu'il a écrit 2 ou 3 livres, il a été éditeur, il a écrit Mémoire d'un architecte, il a écrit Les Pierres sauvages, il a été éditeur où il a fait plein d'ouvrages sur les abbayes du sud de la France. C'est un personnage incroyable. Et on a l'impression qu'il a vécu 35 vies. Et ensuite, il a été réhabilité, il est revenu à l'ordre, qui l'avait mis en accusation. Enfin bon, c'était. Mais quand on voit son œuvre, alors là, on est dans le spectaculaire. Voilà, ça c'est le port de Marseille, pour lequel. Enfin, je crois qu'il est arrivé sur ce projet par Auguste Perret, qui était en charge de la reconstruction, d'une partie de la reconstruction de Marseille. Voilà, ce sont les 3 immeubles. Enfin, il y en a un autre d'ailleurs. Avec ses façades. Et Pouillon était également un technicien, un ingénieur même. C'est-à-dire qu'il a inventé ce qu'on appelle la pierre banchée. Il construisait en pierre massive, puisqu'il exploitait lui-même les carrières, mais il avait inventé un procédé qui consistait à coffrer le béton dans des coffrages de pierre qu'il laissait tel quel, ce qui fait qu'on avait l'apparence de la pierre, mais en fait on avait la structure du béton. Ce qui était d'un point de vue économique une très très belle invention. Et ce qu'il a proposé, c'est une alternative à la modernité des grands ensembles. C'est-à-dire qu'il cherchait chaque fois ce qu'il a fait en Algérie, ce qu'il a fait en Iran, ce qu'il a fait dans le sud de la France. Chaque fois, il s'attachait à trouver les racines locales, à trouver les matériaux, à trouver les expressions urbaines, et à entrer dans une logique contextuelle qui est aujourd'hui les préoccupations des architectes, des jeunes architectes, des vieux aussi. Mais c'est-à-dire qu'il était visionnaire dans le sens où, pour lui, il n'y avait pas de rupture entre l'histoire et la modernité. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans son architecture. On est toujours à Marseille, bien sûr, sur le Vieux-Port. Voilà un intérieur, un appartement qui donne sur le Vieux-Port. Voilà l'élégance de ces pignons, de ces façades. Je me dépêche parce que j'en ai encore quelques-uns. Voilà, c'est une des premières œuvres, enfin, première non, Marseille 1950, c'est la bibliothèque universitaire Saint-Charles. En Algérie, il a travaillé 20 ans en Algérie, c'est le maire d'Alger qui l'avait appelé. Et voilà, ça c'est le point du jour à Bologne, qui est un peu à l'origine de ces problèmes. Voilà, c'est un ensemble urbain, effectivement, qui aujourd'hui, quand on compare ces réalisations avec les grands ensembles de la même époque, on s'aperçoit qu'il y a un souci du détail, de l'espace public, de la construction, des proportions, il y a à peu près tout. Ce qui souvent manque dans les grands ensembles qu'aujourd'hui on essaye d'oublier, ou qu'on transforme ou qu'on détruit carrément. Voilà. Voilà. Il a fait le plan également de la ville nouvelle de Créteil avec son lac. Il n'en restera que le lac de son idée, puisque ensuite, je crois, quand Chevalier, qui l'avait appelé, l'ancien maire d'Alger, est parti, bon, on lui a enlevé le projet. Alors voilà cette image avec ce grand lac, la résidence du parc de Meudon-la-Forêt, qui sont des conceptions un peu semblables à celles de Boulogne. Voilà, avec ces proportions, avec toujours cet ordonnancement vertical qu'il a hérité de Perret, qu'il admirait. C'est-à-dire que pour lui, c'était la référence française.
Et j'ai lu, en travaillant sur Pouillon, qu'on le considérait comme le dernier architecte de l'écriture française, la classique française. Et je partage complètement ce point de vue. Voilà. Bon, ça, c'est un projet incroyable, ce qu'on appelle les 200 colonnes à Alger, qui était entre 1954 et 1957, c'est-à-dire en s'inspirant de... En fait, c'est le concept de l'îlot fermé, de la ville qui se rattache à la ville historique, mais qui conserve les caractéristiques à la fois de la modernité et de la ville historique. Voilà. Bon, c'est vrai que ça mériterait d'être réhabilité, mais on voit quand même le souci du détail. Imaginons, je pense que je veux peut-être essayer de retravailler ces images avec l'intelligence artificielle pour les rajeunir. Et je pense qu'elles seraient vraiment d'actualité. Voilà, il y a un ordre classique, voilà. Je fais vite parce qu'il ne me reste plus que... Voilà, il a travaillé aussi pour le gouvernement, on vient de le voir, pour le gouvernement algérien. Il avait toute une politique aussi concernant le tourisme. Il a comment dire, éparpillé des œuvres comme ça, absolument incroyables, fines, qui restent intemporelles. Voilà, ça c'est les Sablettes à la Seine-sur-Mer, en chantier. Voilà, il y a des petites prouesses techniques avec ces voiles de briques sans doute qu'un bureau de contrôle ne nous autoriserait plus aujourd'hui. Voilà. Alors, Jeanne Surrugue, alors je pense que personne ne connaît Jeanne Surrugue à part moi. Et il se trouve que j'ai voulu, parce qu'effectivement, c'est un siège très très masculin jusqu'à maintenant, et après aussi d'ailleurs. Et j'ai voulu simplement évoquer son nom parce que j'ai aucune trace d'elle. C'est la première femme diplômée de l'école des Beaux-Arts. Voilà, c'est tout. Et elle a travaillé à Phnom Penh, elle a travaillé à Cuba, et j'ai lu le fait qu'elle soit une femme fait qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Voilà. Donc elle est allée à l'étranger, elle a travaillé pour d'autres architectes, etc. Elle a publié quelques dessins de jardins avec d'autres architectes. J'ai la liste là, mais ça serait un peu long. Voilà. Et en fait, elle a eu une carrière très très courte, puisqu'elle a eu en 1936 un enfant et qu'elle a considéré qu'elle avait fait assez d'efforts comme ça qu'elle pouvait travailler. Voilà. Mais je pensais que c'était intéressant quand même de parler d'elle. Voilà. Et elle est rentrée aux Beaux-Arts 20 ans après une étudiante américaine qui a eu son diplôme aussi aux Beaux-Arts, mais qui était américaine. C'est-à-dire que, voilà. Donc elle, c'est la première Française diplômée des Beaux-Arts. Voilà, j'ai aucune image, je suis désolé. On ne trouve même pas son portrait. Voilà. Alors Jean-François Zévaco, alors lui, c'est quelqu'un que là aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler un brutaliste lyrique. C'est une architecture qui a eu toute sa carrière, une grande partie du XXe siècle, et qui est né à Casablanca, qui est d'origine corse, et qui a une œuvre aussi qui méritait d'être découverte. Moi, je l'ai connu simplement parce que quand j'étais étudiant au Grand Palais, à UP7, ce qu'on appelle UP7, il y avait un enseignant qui s'appelait Henri Tastemain. Et Henri Tastemain, qui était un très très bon architecte, travaillait au Maroc. Et un jour, je ne sais plus comment, je crois que c'est mon épouse qui avait fait un reportage sur lui, rencontre Zévaco. Et Zévaco a une œuvre, là aussi,
je pense qu'il mérite d'être connu. Il est quand même un peu connu, mais il reste quand même assez confidentiel. Et c'est ce qu'on pourrait appeler moi j'appelle ça un barocco brutaliste. C'est-à-dire qu'il a le vocabulaire des brutalistes, comment dirais-je, utilise le béton, enfin voilà, des surfaces aveugles, jouant essentiellement avec la lumière et l'ombre, comme de tous les pays du Sud. Et c'est vrai qu'il s'exprime d'une façon un peu baroque, il est complètement libre, il joue sur la structure, sur le rapport entre les vides et les pleins, mais d'une façon presque désinvolte, et ça donne des bâtiments extraordinaires. Alors il a participé essentiellement à la reconstruction de la ville d'Agadir, et il fut, comment dirais-je, c'est lui qui a créé une sorte de mouvement au Maroc, profitant, avec comme théorie de profiter de l'élévation économique, c'est-à-dire en disant que l'architecture pouvait démontrer l'élan économique du Maroc. Et c'est vrai que je pense que cette architecture est essentiellement marocaine. Voilà, c'est ça. C'est qu'on ne trouve pas ça dans les autres pays du Maghreb. Et c'est absolument, voilà, c'est un jeu de contraste, c'est entre la courbe. Là, cette image qui, voilà. Alors on a la version, effectivement, on a la version, on aura un tableau de Chirico, et puis après on a la version un peu plus joyeuse, l'habitat économique à Marrakech. Et c'est une architecture qui est intemporelle parce qu'en plus elle ne vieillit pas. Je passe très vite. Voilà, c'est la station thermale. Mais il a une œuvre immense, hein. C'est-à-dire que là, ce sont quelques exemples, mais il pourrait y en avoir presque 5 fois plus. Voilà. Effectivement, tout est, sans jeu de mots, structuré à partir de la structure, quoi. Une sorte de liberté formelle. Je pense qu'il a exploité c'est un peu le contraire de Pouillon. C'est-à-dire que Pouillon travaillait avec une rigueur et un ordonnancement vertical très strict, cherchant à rentabiliser la structure au mieux. Zévaco, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire que c'est le geste, mais qui, voilà. Alors, il avait comme référence Jean-François Zévaco avait comme référence Frank Lloyd Wright et Niemeyer. Bon, c'est la même époque pratiquement. Et moi, j'ai aussi des références scarpiennes, Scarpa, c'est-à-dire qu'on travaille sur les matières, sur les ruptures. Ça, c'est la Villa Suissa qui est... Voilà. Bon, j'essaie de tenir les temps, c'est pour ça que... Alors, Yves Boiré, bon, j'avais déjà fait son éloge lors de mon installation, et c'est un architecte des monuments historiques, donc c'est quelqu'un qui intervient essentiellement sur le patrimoine, et donc mais chaque fois que je parle de lui, on me le présente comme un personnage chaleureux, sympathique, lumineux, rayonnant, enfin bon. Et quand je lis un peu sa biographie, je suis impressionné par tous les titres qu'il a eus, par toutes les missions qu'on lui a confiées. Alors, il y en a quelques-unes, mais là, c'est rien du tout. Il a été, je les ai notées, mais j'ai du mal à m'en souvenir, c'est ça, il y en a tellement. Il a été, comment dirais-je, architecte en chef d'Albi, je crois, de Versailles, je sais pas, je parle devant les architectes en chef, donc je suis un peu gêné, là. J'ai peur de... Mais en tout cas, on le présente toujours comme un être exceptionnel, et avec, en même temps, une position radicale sur le patrimoine. Et alors, tout le monde évoque
le combat sur l'église de Saint-Cernin, où je crois qu'il y a ce qu'on appelle le concept de dérestauration. C'est-à-dire qu'on va revenir à l'état avant la restauration, si j'ai bien compris. Et il y a eu tout un combat avec, je crois, le ministère de la Culture, et je pense que 20 ans après, c'est un combat qui aurait duré 20 ans, et 20 ans après, je crois que le ministère de la Culture lui aura donné raison. Voilà. Et voilà, il a travaillé sur l'abbaye d'Abu Ghosh en Israël, sur le musée des Augustins à Toulouse. Alors là, j'ai une anecdote, c'est que voilà, moi je connais bien ce musée, et j'ai toujours pensé que c'était une aile du 19e. En fait, pas du tout, c'est une aile dessinée par Yves Boiret. Voilà. En fait, c'est l'extension du musée des Augustins à Toulouse. Et voilà, ça c'est ce qu'on vient de faire, pas nous, hein, que c'est une extension du musée des Augustins. Voilà. Et quand je vois ces deux écritures, il y en a une, on dit Toulouse est une ville rose, là elle ne l'est pas vraiment, et je pense qu'il y a une forme d'agression. Et je pense que le travail de Boiret, tout compte fait, on peut appeler ça un pastiche, mais il venait avec intelligence prolonger le musée d'Augustin. Là, l'extension qui est récente, là, me semble quand même un peu violente. Voilà, voilà la mairie de Fontenay-sous-Bois, la salle Notre-Dame au musée de Cluny. Là aussi, c'est pareil. Il y a quelques années, je suis intervenu sur le musée de Cluny. Et il se trouve que je ne savais pas que cette salle, donc c'est une grande salle qui est surmontée d'une boîte portée par quelques poteaux, et c'était lui qui avait dessiné ça. Donc c'est quelqu'un qui, non seulement qui était architecte du patrimoine, mais qui savait aussi comprendre le contexte et savoir être contemporain quand il fallait. Voilà. Et donc, je sais qu'il y a ici des personnes qui connaissent très bien Yves Boiret, donc je n'irai pas plus loin. Mais en tout cas, je suis admiratif d'un personnage que je ne connaissais pas avant de lui avoir rendu hommage il y a quelques années. Voilà. Voilà, il est intervenu aussi sur le Saint-Sépulcre à Jérusalem, mais je crois que là aussi, il est parti simplement parce qu'il ne pouvait pas s'accorder avec les différentes commissions, et donc il est parti, contrairement à Saint-Cernin, j'ai compris, un peu vaincu. Voilà, voilà. Ça c'est le... Voilà, donc après on arrive à 18h58 et en 2018, où on voit la composition de la section architecture de l'Académie des Beaux-Arts, voilà, qui est une section, je suis fier de faire partie. Voilà. Et alors là, il manque d'autres correspondants, mais surtout il manque le portrait de François Chalin qui nous a quittés et qui nous rend tous tristes. Voilà. Alors après, voilà, il est 10h58. Je pourrais parler de moi, mais c'est un peu long. Donc, j'ai préféré mettre quelques images comme ça. Voilà, c'était un condensé. Voilà. Et voilà. On va aller très vite parce que je suis, comme sur les chantiers, je suis respectueux des dates et des horaires. Voilà. Donc, voilà, c'était quelques moments d'une vie professionnelle. Voilà. C'est une médiathèque Saint-Mexan réalisée avec notre confrère Gatier, Pierre-Antoine Gatier. Voilà.
le Centre culturel de Chine à Paris, l'hôtel de Montesquieu, qu'on a complètement transformé, réhabilité. Halle des marchés d'Ajaccio, la place camping à Ajaccio également, le musée Matisse qu'on vient de livrer, l'hôpital Lariboisière, en 10e, qu'on va livrer en avril avec l'agence Brunet, un concours qu'on vient de gagner, Style de la danse à Toulouse, dont on va déposer, je crois, le permis de construire, et l'extension de l'Annonciade de Louis Su à Saint-Tropez. Et puis voilà, une image, une photo d'un confrère qui est ici, qui a pris ça, je crois, la semaine dernière. Voilà, je crois que 19h01. Voilà. Je ne sais pas. Merci. Il y a quelqu'un qui intervient d'abord. Comment? J'y vais? Et j'appuie là. Mais écoute, bravo Bernard, je ne parlais pas de tes œuvres parce que tu sais tout le bien que j'en pense. Mais je te ferai deux petites remarques. D'abord, c'est une anecdote. En fait, le ministère de la Culture, au travers de Jacques Lang, a défendu Boiret. Il me racontait, il en était très fier, qu'à 7h ou 6h ou 7h du matin, Jacques Lang et le maire de Toulouse ont voulu se rendre sur place avec Boiret pour qu'il leur explique bien les raisons pour lesquelles il avait pris cette décision qui, effectivement, provoquait des polémiques dans la ville. Et c'est Jacques Lang qui a décidé, avec l'accord du maire, qui a décidé d'appuyer la proposition d'Yves Boiret, et maintenant tout le monde l'accepte. Bon, pour le reste, au fond, on peut s'interroger pourquoi aucun de ces architectes que tu nous as montrés ne sont pas rentrés à l'Académie des Beaux-Arts. D'une part, je ne sais pas s'ils auraient présenté leur candidature, j'en sais rien. Mais s'ils l'avaient présenté, probablement l'une des questions qui se serait posée à l'époque, l'une des remarques qui se seraient posées à l'époque, qui auraient été faites à l'époque, c'est que beaucoup de leurs réalisations, enfin, j'imagine que celle que tu nous as présentée présente la plupart de ce qu'ils ont réalisé. C'était de l'architecture domestique, soit des logements pour les classes aisées, soit vers la fin des logements sociaux, et quelquefois des demeures pour des mécènes, enfin des gens fortunés. Mais je dirais, à l'époque, peut-être que ce type de programme ne correspondait pas tout à fait à ce qu'attendait l'Académie des Beaux-Arts dans sa section architecture pour faire entrer certains de nos confrères. Tout simplement parce que je vais pas remonter au XVIIIe siècle, mais même encore dans les années 1900, les confrères qui ont été élus dans ces années-là avaient des programmes plus prestigieux, dont les maîtres d'ouvrage étaient plus importants, représentaient des institutions, des opéras, des palais de justice, des hôpitaux. Je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas... C'est pas au fond leur œuvre qui les aurait fait ne pas être retenus, c'est simplement la nature de leur programme. Je me suis posé la question, effectivement, pourquoi il n'était pas à l'Académie, mais
je ne me suis pas posé la question, par contre, quel était leur rapport avec l'Académie. C'est vrai que Le Corbusier avait déjà donné certaines, comment dirais-je, je dis pas consignes, presque, c'est-à-dire qu'en s'attaquant frontalement à l'institution, ça ne donnait pas envie aux autres d'y aller, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis sinon, je te rejoins parfaitement, c'est-à-dire que ce que j'ai montré, si tu veux, ce qui quelque part a fait leur notoriété ou leur petite notoriété, c'est effectivement de l'architecture domestique et privée, ça c'est clair. Et d'ailleurs, le cas de Jourdain, on n'a pratiquement rien retenu d'autre que la Samaritaine, et qui en plus a été complété par quelqu'un d'autre comme Henri Sauvage, fait que quand on le lit dans les textes, c'est-à-dire il n'a rien fait d'autre, quoi. C'est ça. Alors c'est vrai qu'il était aussi un peu désinvolte, parce que je pense qu'il était plus préoccupé par l'écriture et par son militantisme que par la production architecturale. Mais c'est vrai que si on les prend un à un, il n'y a pas, à part Su, qui a fait effectivement une cité ouvrière, voilà, il y a très peu de... Mais il n'y a pas... alors c'est ce que tu dis, il n'y a pas d'œuvre majeure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opéra, il n'y a pas d'équipement tout à coup qui reste comme ça sous les yeux pendant des siècles. Non, c'est chaque fois des petites choses. Et en même temps, c'est ce qui m'a séduit chez eux. C'est ce qui m'a séduit, c'est-à-dire que on pourrait dire la même chose de Carlo Scarpa, par exemple en Italie. Il y a pas, c'est une œuvre absolument sublime, mais en même temps, il n'y a pas de grande œuvre. Il y a des petites choses comme ça, j'ose pas dire des confettis, mais presque. Et c'est vrai que, alors c'est peut-être parce que je me projette comme ça, mais je pense que c'est l'échelle sur laquelle il travaillait qui me... À l'exception de Pouillon, parce que Pouillon, quand il fait un ensemble, c'est 3000 logements. C'est... Voilà. Non. Effectivement, j'allais l'oublier, mais peut-être que s'il n'avait pas été à l'Académie, je l'aurais mis. Voilà, mais c'est pas le cas d'André Ursa, tu as raison. Il faut rappeler que en fait, toutes ces grandes commandes publiques étaient réservées aux plus grands. Oui, il faut rappeler quand même que toutes les grandes commandes publiques étaient réservées aux architectes des bâtiments civils. Et pour être bâtiment civil, il fallait être Grand Prix de Rome. Donc en fait, il y avait peut-être 150 architectes en permanence qui construisaient tout. Et puis donc les autres, ils étaient réduits d'une certaine manière à des commandes privées, donc se limitant à des immeubles ou à des habitations. Et construire un aéroport, construire un musée, c'était absolument impossible pour un architecte sans qu'il ait été Grand Prix de Rome. Prix de Rome donné par l'Académie des Beaux-Arts. Prix de Rome donné par l'Académie des Beaux-Arts jusqu'en 1968. Voilà. De 1815 jusqu'en 1868. Je vais te poser la question du béotien, puisque en tant que compositeur de musique, voit l'architecture, je suis fasciné, mais évidemment, on a l'impression, quand on est et qu'on remonte l'histoire, et même des fois, alors plus sur des fauteuils qui commencent bien avant ce que tu nous as montré, que plus on avance dans le temps, et plus ces bâtiments sont fragiles. Et on entend parler de grands conservatoires de musique fait il n'y a pas si longtemps, où déjà il faut refaire partie. Enfin, quel est ce concept du alors c'est peut-être évidemment il y a la notion du béton, des matériaux différents, je comprends, mais
par moment, on a moins la sensation d'une architecture qui construit presque pour l'éternité, comme on avait à un moment donné. Tu expliques ça comment? J'ai une petite idée, mais je pense qu'il y a plein de réponses à cette question. C'est que je pense que quand l'économie est rentrée de façon analytique dans le bâtiment, c'est vrai que, par exemple, le coût de la main-d'œuvre n'est pas le même. Hein. C'est-à-dire que quand on voit justement, c'était la grande question à propos de Pouillon, c'est que Pouillon, ça vieillit. Pouillon, c'est des bâtiments qui ont 70 ans maintenant, 80 ans. Ils vieillissent parfaitement parce que lui avait, faisait le lien entre, c'était la même personne qui supervisait l'aspect économique, l'aspect structurel et l'aspect commercial. C'est-à-dire qu'il contrôlait tout. Et il faisait des immeubles pour qu'ils durent, ce qui est le cas. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une distinction entre le promoteur, le constructeur, l'architecte. Et c'est vrai qu'il faut, la grosse question, enfin, tous les architectes qui sont ici, je pense, me contrôleraient pas, il faut passer dans les prix, c'est la grande image. Et c'est vrai que parfois, on va sur l'économie. Et en plus, on sait très bien qu'à la fin, ce seront les assurances qui vont régler les problèmes, etc. Voilà, c'est vrai qu'en plus, la notion de patrimoine n'est plus la même. C'est-à-dire qu'un bâtiment, par exemple, aujourd'hui, on enseigne dans les écoles, c'est presque des bâtiments provisoires que l'on dessine. Il n'y a pas cette idée de perpétuer une œuvre, pas du tout, ça n'existe pas. Et il n'y a qu'à regarder certains bâtiments où les années 80, où on met les filets parce que les carrelages tombent, parce que c'est assez désespérant. Mais c'est vrai que tous ces bâtiments, il y avait en fin de compte, notamment dans les années 80, il y avait une inadéquation entre le dessin et les moyens techniques. C'est-à-dire que il y avait des expressions postmodernes assez presque extravagantes, mais en même temps, il n'y avait pas les moyens. On ne mettait pas les moyens ni financiers, ni constructifs, ce qui fait que c'est des bâtiments qui étaient fragiles dès leur naissance. Voilà. Alors je pense que, bonne nouvelle, on revient plutôt vers ça maintenant. C'est-à-dire que je vois les projets qui sortent ici et là, où, par exemple, quand on a travaillé avec une agence corse sur la halle d'Ajaccio, c'est vrai qu'on a fait des poteaux structurels de 80 par 80, espacés de 80 cm. Ce qui peut sembler coûter cher, parce qu'il coûte très très cher, mais en fait pas dans la durée, non. C'est-à-dire que on a résolu des problèmes écologiques avec, c'est-à-dire que quand il fait, aujourd'hui à Ajaccio, je crois qu'il fait 30 degrés, vous rentrez sous la halle, grâce à ces poteaux épais, il va faire peut-être 22 degrés, voilà. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, on réintègre les questions de climat, les questions d'argent et les questions de structure. Et je pense qu'on a un regard beaucoup plus sain sur ce que c'était il y a quelques années. Voilà, c'est ça. On pense aussi, on nous demande de penser à l'entretien. C'est-à-dire qu'on doit remettre un dossier sur comment va évoluer le bâtiment. C'est-à-dire que je me souviens, il y a quelques années, ce n'était pas la question, quoi. C'était vraiment... il fallait que le bâtiment soit photogénique, enfin, c'est tout. Et quand on regardait l'épaisseur des murs, c'était rien du tout. Moi-même, j'ai construit des bâtiments. Mes premiers bâtiments, j'ai presque un peu honte, quoi, parce que je sais très bien qu'ils ne vieillissent pas. Mais en même temps, j'étais extrêmement fier de pouvoir les livrer sans enveloppe financière. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a mille autres raisons, mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, on revient à des choses beaucoup plus saines. Ben d'abord, un grand merci, parce que c'était absolument passionnant de t'entendre. Et j'en profite aussi, puisqu'on parle d'architecture, pour vous signaler à toutes et à tous qu'après un chantier de près de 3 ans, l'Académie des Beaux-Arts, sous la houlette de Jean-Michel Villemotte, a restauré la maison d'André Lursa, qu'il avait conçue pour son frère Jean Lursa, académicien,
qui est Villa Seurat, dans le 14e, qui est un endroit extraordinaire dans lequel on a restauré tout le mobilier, qui se visite, mais il faut faire des réservations parce que c'est un peu comme la maison de Ravel, le Belvédère à Montfort-l'Amaury. Il ne peut pas y avoir plus de 14-15 personnes en même temps. Il y a une librairie en plus sur le côté. La Villa Seurat, il y a énormément de villas d'artistes, donc c'est un endroit vraiment à voir. Et je suis très fier du travail qui a été fait par l'Académie des Beaux-Arts. Là, véritablement, c'est un vrai joyau que je vous suggère d'aller voir. Maintenant, ce cycle de conférences est parti pour toute l'année et je remercie beaucoup notre ami qui organise ça. Et un grand bravo, mon cher, c'est toujours un bonheur de t'entendre. Merci, mesdames et messieurs.